passe la parole au docteur Marc-Henri Stern, que vous avez déjà vu l'année dernière, même d'autres années en fait, et qui vous présente un des projets importants de l'Institut Curie sur le mélanome uvéal, un projet financé pour l'instant encore, en tout cas jusqu'à cette heure-ci aujourd'hui, par le ministère des Armées américaines, en attendant qu'il n'y ait pas de décret qui passe pour nous bloquer. Non, non, non. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet ambitieux et on a voulu vous tenir au courant tous les ans en fait de ce projet avec une vignette pour vous expliquer où est-ce qu'on en est globalement sur le projet et un ou deux intervenants concrets du projet, un chercheur ou une chercheuse en l'occurrence, vous allez voir aujourd'hui, qui vous parle, qui vous racontera où est-ce qu'ils en sont de leur recherche plus précisément. Merci Manuel. Donc bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de présenter ou de représenter pour les personnes qui étaient là l'année dernière un projet de recherche. Donc c'est de la vraie recherche fondamentale, mais sur le mélanome uvéal et donc de la génétique à l'immunologie. Je vais détailler très rapidement et surtout on va commencer. C'est financé par l'armée américaine. Donc, au début, moi, ça m'a fait très peur. Donc, je tiens à vous rassurer. En fait, l'armée américaine, c'est un énorme système de santé, puisque l'armée américaine s'occupe de tous les vétérans américains. C'est près de 20 millions de personnes. Ils ont un des principaux systèmes de santé aux États-Unis. Et ils s'occupent du progrès de la prise en charge des patients par le financement de projets de recherche, dont un des projets sur le mélanome et sur les formes rares de mélanome. Et c'est à ce projet qu'on a concouru, on a déposé un projet et on a eu le bonheur d'être sélectionné. Et donc c'est une forme de reconnaissance de l'Institut Curie dans le monde. On a une position particulière qui a été reconnue par l'armée américaine. Donc, les grandes questions qu'on a posées dans ce projet, c'est comment le patrimoine génétique prédispose au mélanome uvéal, comment ce patrimoine génétique, donc comment on a été conçu, comment ça va influencer à la fois la fréquence ou la probabilité qu'on développe ce mélanome uvéal, et puis aussi, vous allez le voir, quel type de mélanome on peut développer en fonction de notre patrimoine génétique et comment on peut le reconstituer expérimentalement. Et retour vers le patient, c'est comment toutes ces informations vont pouvoir se traduire en informations immunitaires et qu'on pourrait utiliser à des fins thérapeutiques. Donc là, c'est les trois axes du projet. Un axe génétique, axe de biologie cellulaire et un axe immunologique. Et donc, ça, c'est nous, avec mes collègues et amis, Manuel, que vous connaissez bien, Olivier Lantz, Léane, qui est très discrète, qui est en premier rang, mais qui a eu un rôle fondamental pour nous aider à écrire ce projet qui est extrêmement compliqué. Et puis, une organisation européenne de patients avec deux patientes expertes, Bettina et Jo, qui participent à ce projet. Et puis, des personnes clés, c'est vous, c'est tous les documents que vous signez au moment de votre diagnostic, de votre prise en charge, qui autorisent, qui nous autorisent à utiliser le sang, des prélèvements de tumeurs. Tous ces documents font que vous participez de façon très active à ce projet. Donc on a démarré le projet il y a un petit peu plus d'un an et quart. C'est un projet quand même important. Si le nouveau gouvernement ne le remet pas en cause, on a eu près de 2 millions de dollars pour financer 4 ans de recherche sur le mélanome uvéal. Donc vous voyez un gros projet institutionnel qui nous permet de financer 5 personnes, postdoctorants et ingénieurs, pendant cette période de 4 ans. Donc,
Programme numéro 1, c'est comment le patrimoine génétique prédispose au mélanome uvéal. Et il prédispose au mélanome de deux façons. On va être un petit peu caricatural. D'une part, c'est extrêmement rare, mais il y a des formes familiales de mélanome uvéal, des familles qui ont plusieurs membres de la famille atteints de cette maladie rare. Donc, ça peut être difficilement une conséquence. Il y a très probablement des facteurs génétiques importants. Et jusqu'à présent, on en a identifié deux. La prédisposition majeure qui est liée au gène BAP1, qui a un rôle extrêmement important dans le mélanome uvéal, notamment dans les formes graves, et qui va prédisposer à un certain nombre de maladies, dont le mélanome uvéal, mais à d'autres maladies. Récemment, enfin il y a quelques années, avec les travaux de thèse de Manuel, on a identifié à l'Institut Curie un nouveau syndrome de prédisposition lié à un gène qui s'appelle MBD4, qui est intéressant parce que cette forme de prédisposition va rendre les tumeurs très sensibles à des traitements comme l'immunothérapie. Et donc on continue à travailler beaucoup sur cette forme de prédisposition. Et puis, la question qui est ouverte, c'est est-ce qu'il y a d'autres syndromes de prédisposition? Et donc, c'est Anaïs qui va vous en parler tout à l'heure, à la fois dans son travail de thèse et puis dans son travail de conseillère génétique. Probablement, plusieurs d'entre vous ont rencontré Anaïs dans ses consultations de génétique. Une autre forme de génétique, beaucoup plus subtile, c'est une génétique de population. Ça, c'est la carte du monde avec l'incidence de la maladie. Comme vous voyez, au nord, au sud et à l'est, c'est très clair. En gros, le mélanome uvéal est très rare dans les populations africaines et asiatiques, alors qu'il est beaucoup plus fréquent dans les populations européennes. Et quand on regarde uniquement l'Europe, on s'aperçoit que le sud de l'Europe, Espagne, Italie, a une incidence beaucoup plus faible que le nord de l'Europe. Et donc, ça, c'est pas des facteurs environnementaux. On a pu, il y a une dizaine d'années, exclure le rôle du soleil, mais c'est des facteurs de pigmentation qu'on a pu identifier il y a quelques années. Et on a pu identifier deux variants de deux gènes. Et ces variants codent, entre guillemets, pour la peau claire et les yeux bleus. De façon très étonnante, un de ces variants, RQ2, va prédisposer essentiellement aux formes de mélanome uvéo qu'on dit associées au monosomie 3, à la mutation de BAP1, qui sont les formes les plus sévères de la maladie, alors qu'un autre gène qui code aussi, dont les variants codent aussi pour les yeux bleus, lui va prédisposer essentiellement pour les formes moins agressives associées au disomie 3, donc l'absence de monosomie 3. Et donc, pour répondre à ces questions, on continue, et ça, c'est le travail de thèse de Thibaut Verrier. Est-ce qu'on peut trouver d'autres variants génétiques qui influencent le pronostic, et comment on peut utiliser ces informations de notre génétique pour prédire le risque de rechute du mélanome? Deuxième aspect, je passe la parole à Manuel. Je vais faire très court, simplement pour une mise à jour. Vous avez la présentation d'Olivier Gagné l'année dernière sur le site internet donc, du CIRIC pour la revisualiser. Présentation qui avait remporté beaucoup de suffrages dans les questionnaires après cette journée-là. Donc vous allez voir, c'est très clair si vous ne l'aviez pas entendu l'année dernière. Pour reprendre le même schéma que Marc-Henri a montré, vous avez dans l'œil donc à l'intérieur tapissé plusieurs couches, dont une couche avec des mélanocytes, ces cellules qu'on peut trouver également dans la peau et qui peuvent donner la couleur de la peau. Et toute l'idée, tout le concept actuellement, c'est que c'est ces mélanocytes-là qui se transforment donc en mélanome, qui se transforment avec les deux types d'altérations, deux types de changements, de mutations, on va dire.
un type de mutation qui est ici, qui ne va pas tellement nous intéresser pour aujourd'hui, pour la discussion, et un autre type, c'est le type qu'a décrit Marc-Henri, d'agressivité, de particularités différentes entre les différents types. Et c'est ça qu'on va essayer de reconstituer au laboratoire. L'idée, ça va être, dans ce projet-là, de prendre ces cellules normales, ces mélanocytes normaux, ce qui est à l'intérieur de l'œil, et de les transformer dans des boîtes de pétri, dans des boîtes en plastique, pour les transformer en cellules tumorales. Et ça, c'est un travail qui occupe beaucoup de monde, dont certains sont cachés là-haut. Vous verrez justement Olivier Gagné en blanc, il peut faire un petit coucou, comme ça vous pouvez aller le voir après à l'heure du déjeuner pour le remercier, pour discuter avec lui. Et Alice qui a fait un petit coucou, qui a un petit pull gris, voilà. Ils sont un peu timides, c'est vrai qu'ils se mettent tous ensemble au fond, mais ils sont très gentils et très compétents. Et vous pouvez sans problème aller discuter avec eux, au contraire, ils en sont ravis. Donc voilà les personnes qui sont impliquées, ça prend beaucoup de monde, c'est un travail quand même très, très difficile. Ils prennent d'un côté dans un œil, parmi les patients qui ont une énucléation et qui ont accepté qu'une partie de leur prélèvement puisse aller à la recherche, les parties qu'on est censé normalement jeter, tout simplement. Pourquoi les jeter? On les récupère. On récupère d'un côté les cellules tumorales qui vont être cultivées dans des boîtes de pétri. Ces cellules-là, on peut en faire plein de choses après, derrière, pour la recherche. Il y a Charlotte aussi qui est là. Elle fait un petit coucou. Hop, Charlotte. Et de l'autre côté, on prend des cellules à l'opposé dans l'œil, des cellules normales. Et c'est ces cellules-là qui vont être, a priori, les plus difficiles, celles qu'on va essayer de transformer. Et encore une fois, pour aller voir la vidéo. Et ça avance bien, en fait. On craignait que ce soit trop difficile. Et en fait, les premières étapes se passent bien en un an. Il y a eu des progrès significatifs qui ont été réalisés. Alors, tant mieux, ça repose aussi sur la compétence de l'équipe et sur l'investissement humain qu'il y a pu y avoir. Ça prend énormément de temps parce que ça veut dire qu'il faut être disponible quand il y a un œil qui est opéré à n'importe quelle heure de la journée, donc disponible pour les ophtalmologistes et pouvoir même justement s'adapter et de pouvoir mettre en culture. C'est énormément de travail routinier, hein, c'est pas que des choses passionnantes, c'est beaucoup de travail routinier pour l'équipe, c'est vrai qu'il y a tellement de monde dessus, et ils ont déjà réussi à commencer à transformer cette première étape pour commencer à transformer, voilà, commencer à transformer ces cellules normales avec la première étape et la seconde étape qui a l'air de bien se passer. Il faut encore un peu de temps pour être sûr et certain, mais en tout cas, on a l'impression qu'on va pouvoir transformer plein de lignées, plein de cellules normales venant de différents patients. J'ai mis en gris les autres parce que les autres, on n'y est pas encore et on va avancer tranquillement. Pour l'instant, on s'est focalisé sur le plus fréquent qui est Bapin en haut. Et l'idée ne va pas être de faire ça sur un seul patient, mais de faire ça sur le plus de patients possible. Ça, c'est l'une des très grandes forces de ce projet. C'est que, comme Marc-Henri vous l'a expliqué, maintenant vous pouvez brancher ce que vient d'expliquer Marc-Henri, on va voir si, en fonction du contexte génétique du patient, de vos particularités individuelles à vous, est-ce que ces cellules-là se transforment plus facilement dans un type tumoral ou dans l'autre, comme c'est ce qui a été, comme l'hypothèse qui a été posée au moment du projet, c'est-à-dire qu'on a émis cette hypothèse que, en fonction des patients, ça se transformait plutôt en un type ou plutôt dans l'autre. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous permettre de comprendre comment le mélanome uvéal apparaît, comment ces cellules normales se transforment en cancer, comprendre comment il se développe. Est-ce que ça suffit comme étape pour qu'il devienne un cancer agressif ou est-ce qu'il y a d'autres étapes qu'on ne maîtrise pas? Je ne vais pas venir sur ces détails-là, mais il peut y avoir des choses potentiellement compliquées à mettre en œuvre. Et derrière, imaginez qu'avec une collection comme ça de dizaines de mélanomes différents, de patients différents et de dizaines de ces cellules transformées, on va pouvoir faire des tests in vitro. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on aura des propositions de différents médicaments par différents industriels pharmaceutiques, au lieu d'aller directement chez le patient sans savoir du tout si ça peut marcher, on pourrait les tester in vitro et sélectionner le meilleur médicament pour pouvoir aller plus vite chez le patient et tout de suite aller dans des essais cliniques plus importants pour vous amener plus vite l'innovation thérapeutique. Voilà en quelques mots l'état des lieux à l'heure actuelle. Et je passe la main à Olivier. Bonjour. Alors, je vais d'abord mettre un petit pointeur laser. Donc ici, il s'agit d'utiliser le système immunitaire pour traiter la maladie disséminée. Vous savez, le
traitement initial, chirurgical ou radiothérapie traite bien, avec des complications, mais traite bien la maladie initiale, mais il y a risque qu'il y ait la maladie, qu'il y ait des cellules qui soient parties dans l'organisme. Et l'idée ici, c'est d'utiliser le système immunitaire pour détruire les cellules tumorales qui circulent dans l'organisme. Et donc, le but d'une vaccination thérapeutique est très différent de vaccination préventive. C'est-à-dire que dans une vaccination préventive, vous n'avez pas de maladie, vous générez une réponse immune contre les virus ou contre les bactéries en générant des anticorps qui sont préexistants à l'infection. Et une fois que le virus de la poliomyélite arrive, vous avez des anticorps qui l'empêchent d'infecter les cellules normales. Ici, on a, dans une vaccination thérapeutique, on utilise d'autres types de cellules et on veut éduquer le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et détruise les cellules tumorales. Donc ça veut dire que les patients ont l'idée, c'est qu'il y a une maladie perceptible qui est peut-être pas forcément grosse, qui peut être microscopique, pas détectée. Et donc ici, il s'agit de générer une réponse où il y a des cellules qui sont, on peut considérer que ça patrouille dans l'organisme et qui reconnaissent les cellules tumorales et qui vont détruire les cellules tumorales parce qu'elles sont capables de tuer. On dévie la réponse qui doit habituellement être utilisée pour détruire les cellules infectées par les virus. Ici, on veut qu'elles détruisent les cellules tumorales. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que le système immunitaire soit capable de distinguer les cellules normales des cellules tumorales. Donc, il faut qu'il y ait des constituants, ce qu'on appelle des cibles, qui soient spécifiques des tumeurs, qui puissent être reconnus par le système immunitaire. Et donc, l'idée, il faut qu'il y ait vraiment une spécificité complète entre les cellules tumorales et le tissu normal. D'autre part, l'idée, c'est d'avoir de multiples cibles pour que si la tumeur ne puisse pas évoluer, pour échapper à la réponse immune. Et donc, on veut aussi, pour des raisons techniques, on veut aussi avoir une réponse qui soit un peu diversifiée. Alors, donc, en gros, actuellement, vous avez peut-être entendu parler de la vaccination personnalisée, où on regarde les mutations et on génère une réponse immune, ce qu'on appelle des néo-antigènes privés, qui sont très spécifiques de la tumeur, puisque ça correspond à des mutations qui sont présentes que dans la tumeur, mais qui ne sont pas partagées entre patients. Et ça, le problème, c'est que dans le mélanome, il y en a très peu. Il y a très peu de mutations par rapport à d'autres. Quand vous avez des cancers du poumon ou des mélanomes cutanés qui sont irradiés ou avec le tabac, où il y a beaucoup de modifications génétiques, vous avez beaucoup de cibles, mais elles sont propres à chaque patient. Donc, et ces cibles n'existent pas dans le myélome uvéal. Donc nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle les néo-antigènes qui sont partagés entre patients, qui sont liés à des anomalies génétiques, et avec Marc-Henri Stern, qui était, je ne sais pas où il est passé, qui est là, on a publié il y a quelques années un article qui montrait que le facteur, ce qu'on appelle SF3B1, là, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est une des formes de mélanome, eh bien, ça générait des anomalies de l'ARN qui vont générer ce qu'on appelle des cibles qui sont spécifiques de la tumeur, qui sont présents chez tous les patients atteints de cette forme de mélanome. Et l'intérêt, c'est comme c'est exprimé que purement par la tumeur, il n'y a pas de mécanisme. Ça permet d'avoir des cibles spécifiques. Alors, donc, le travail qui va être présenté un peu en détail par Sol cet après-midi, qui est aussi dans le cadre du Department of Defense, mais donc je vais juste résumer. À partir des patients, on peut avoir des tumeurs qui peuvent être générées, qu'on peut implanter chez la souris immunodéficiente pour avoir plus de matériel. Elle peut pousser, on peut avoir des lignées cellulaires, et on peut aussi avoir des lymphocytes provenant soit de la tumeur primitive, soit des métastases, et on peut avoir du sang. Et on va donc étudier ces tumeurs ou ces cellules pour rechercher les cibles spécifiques, pour les caractériser. On a différents systèmes d'analyse bioinformatique. On fait aussi la diapositive montrera. On va essayer de retrouver les cibles spécifiques qui vont pouvoir être ciblées par une vaccination thérapeutique. Et ensuite, on va essayer de valider en utilisant des approches cellulaires in vitro. On va prendre des lymphocytes de sujets normaux ou de patients et on va essayer de savoir est-ce qu'on est capable d'avoir des lymphocytes qui reconnaissent sur les cellules tumorales les cibles qu'on a trouvées. Donc en gros, c'est ça qu'on essaye de faire.
Et là, je vais pas, c'est un peu technique, donc on prend les différentes tumeurs, on essaie d'isoler ce qu'il y a à la surface des cellules et qui correspondent aux cibles dont je vous ai parlé ici. On analyse par ce qu'on appelle, on purifie ces molécules et on va purifier les cibles. Vous voyez le petit peptide qui est ici, qui va être la cible, c'est ça qui va être reconnu par les lymphocytes qui circulent. Donc il faut qu'on soit capable de les identifier pour pouvoir éduquer les lymphocytes. Et en fait, donc avec tous ces systèmes-là, on fait passer une grosse machine qui est la masse spectrométrie qui permet de qualifier des milliers de peptides par cellule. Et on arrive à... Et on peut résumer ce qu'on a fait. Vous voyez, on a étudié toutes ces lignées qui correspondent aux différentes formes de mélanome, BAP1, une tumeur qui est de la troisième catégorie de tumeurs, et puis ces cellules avec ces mutations de CF3B1. Comme tout le monde est différent, les peptides présentés par les différents groupes HLA, donc ce qui est les groupes tissulaires qui sont responsables du rejet de greffe. Hein. Donc c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué, c'est que tout le monde est différent, les peptides présentés par les gènes sont différents en fonction chez chacun d'entre nous. Dans une certaine mesure, vous voyez, vous avez deux tumeurs qui sont A201, elles vont présenter les mêmes peptides, mais par contre sur l'autre molécule qui a un numéro, hein, c'est peu importe, mais 11, ça ne va pas être les mêmes. Donc voilà, donc on est obligé d'avoir un grand éventail de tumeurs, on va avoir en grande quantité ce qui est permis par le fait qu'on les amplifie chez la souris. Eh bien, on peut caractériser, et c'est ce qui a été fait. Et vous voyez ici qu'on a caractérisé 58 peptides, 17 provenant des tumeurs BAP1 et qui sont communes aussi, et 10 qui sont communes avec les tumeurs SF3B1, 27 dans SF3B1 et 4 F1X. Et là, ça peut générer des cibles qu'on peut utiliser pour faire de la vaccination thérapeutique. Voilà. Et donc voilà. Et vous voyez que tout ça, ces peptides peuvent être trouvés soit dans une seule tumeur, soit par exemple sur celui qui est à droite, il est retrouvé dans 6 tumeurs. C'est donc un très bon candidat, mais en sachant que toutes les tumeurs sont différentes, comme je vous l'ai dit, et donc trouver le peptide que dans une seule tumeur ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant pour vacciner tout le monde, parce que on sait qu'au niveau de l'expression des ARN, on sait qu'il est quand même présent, même si on ne le trouve pas. Et donc l'idée, et ça va être ma dernière diapositive, l'idée c'est de prendre ces différents antigènes, parmi ces 83, une fois qu'on les aura caractérisés, chaque vaccin sera adapté aux différentes formes de mélanome, et l'idée c'est de cibler plus de 30 ou 60 antigènes, et dans un vecteur qui est encore en discussion, et on a des collaborations diverses pour essayer d'avoir une bonne immunisation. Et je crois que ça s'arrête ici. Et donc je voulais remercier tous les patients parce que clairement on a besoin des prélèvements non seulement de la tumeur mais aussi du sang. Et quelquefois, certains d'entre vous ont probablement eu des sites aphérèses dans lesquels on prélève beaucoup de lymphocytes de manière à pouvoir bien caractériser la réponse, parce que c'est ça qui est souvent limitant, c'est de trouver la réponse chez les patients contre les antigènes, contre les cibles dont je vous ai parlé. Et donc je voulais vous remercier tous pour votre participation à ce travail. On a 5 minutes pour des questions pour Marc-Henri ou pour Olivier. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que quand on aura ces vaccins thérapeutiques, ils vont arriver. Voilà. C'est un long process. Oui. Et ça diminuera les séquelles par rapport à la protonthérapie ou... Alors, dans le développement d'une thérapeutique, on commence toujours par les formes avancées, donc les gens qui ont une maladie disséminée. Donc, dans une maladie disséminée, donc, dans un premier temps, on validera que c'est efficace en vaccinant des patients qui ont une maladie disséminée. Donc, ils auront eu leur traitement primaire, donc il n'y aura pas de traitement. Dans un deuxième temps, on pourra... Donc, ça veut dire, excusez-moi, je vous coupe, ça veut dire que vous allez commencer par des patients qui ont des métastases. Oui, c'est cela, oui. C'est une vaccination thérapeutique parce que c'est compliqué. Alors, une fois qu'on a montré que le vaccin était capable, de faire une réponse
de générer une stimulation du système immunitaire. Deuxièmement, dans un deuxième temps, il faudra montrer qu'il est capable de lutter contre les métastases. Une fois qu'on a montré ça, en les mesurant, une fois qu'on a fait ça, il faut passer à l'étape d'avant, c'est-à-dire on n'a pas de métastases, mais on a des signes où on est à très haut risque de récidive, et on peut montrer par un essai, disons en comparant avec et sans vaccination, qu'on a moins de métastases à distance, donc ce qu'on appelle en situation adjuvante. À ce moment-là, on n'a rien fait sur les complications de la tumeur primitive. Et ensuite, seulement quand on a fait toutes ces étapes, qui vont prendre des années et des années, on peut éventuellement envisager à terme de traiter la maladie primaire, mais ça, il ne faut pas y compter dans ma vie professionnelle. Et c'est pour ça, ça revient, enfin, si je peux me permettre, ça revient quand même c'est important aussi de mesurer actuellement les incidences des traitements actuels sur les coûts globaux. Parce qu'évidemment, ces traitements-là, ils vont avoir une incidence autre, ça sera plus cher, enfin, quoique la protonthérapie, ce n'est pas anodin, j'imagine, en termes de traitement, et qu'on voit bien arriver toutes ces thérapeutiques dans d'autres cancers, et se pose la question du prix et de la faisabilité à grande échelle de ces traitements. Sur la partie vaccination, excusez-moi, sur la partie vaccination, on peut penser qu'à terme, si ça marche, donc il y aura un coût de développement important, parce que les essais cliniques, ça coûte cher et ça prend du temps, il y a beaucoup de gens, etc. Mais à terme, ça ne coûtera pas très cher. D'accord. Très bien. Oui, excusez-moi. Bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est, je pense l'avoir compris, je ne suis pas complètement sûre, donc je vais être sûre. Ces vaccinations, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas c'est pas comme Ben Safub ou ce genre de choses, c'est tout le monde est concerné. Alors, l'idée, c'est de prendre, en tout cas dans les essais qu'on a, on aura, comme on a dit, 3 vaccins adaptés à la forme génétique de la tumeur. Mais l'idée, c'est d'avoir le même vaccin pour tout le monde, pour chaque forme génétique, c'est-à-dire il y a 20% de tumeurs qui sont SF3B1, il y a 50% qui sont BAP1, et donc l'idée c'est d'avoir 2 vaccins et qui soient adaptés aux patients, mais qui sera pour les patients qui sont SF3B1, qui ont une tumeur SF3B1, eh bien ça sera le même vaccin pour tout le monde. C'est ça l'idée. D'accord. Et là c'est un horizon, parce que c'est jusqu'à la fin de votre essai, je ne sais pas, 2027, j'ai cru voir. Voilà. Donc c'est un process long et qui est plein d'accidents, et on a choisi une liste de cibles qu'on a demandé à un collaborateur industriel de fabriquer un vaccin à vecteur, et en fait il n'est pas arrivé. Donc il n'est pas arrivé, donc on est obligé de changer de fournisseur, de changer de stratégie, d'avoir un autre, ce que j'appelle le vecteur, c'est-à-dire le vecteur vaccinal. On est obligé de prendre autre chose. Donc là aussi, ça pose un certain nombre de questions en termes de développement, de validation. Donc voilà, donc c'est un côté un petit peu, comme on dit, il y a des hauts et des bas dans ce projet, et tous les gens qui sont impliqués passent par des phases d'optimisme et des phases moins optimistes. Je vais peut-être répondre aux... Il y a 2 questions. Je vais poser une question. Ouais. Comment faites-vous pour transformer ces cellules en cellules cancéreuses? Voilà, c'est pour les chercheurs là-haut. Voilà. Et quelqu'un qui leur veut du mal. Pour cette réponse-là, je passe la parole justement à Olivier pour faire la suite de la présentation de l'année dernière. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faut les exposer à la lumière? Est-ce qu'il faut les exposer à d'autres agents pathogènes? Enfin, comment vous faites? Alors, bonjour tout le monde. Donc, comment on fait? On utilise on est un peu à la pointe là-dessus, grâce à Alice qui est là. Donc en fait, on utilise une nouvelle technologie qui s'appelle le CRISPR. Peut-être vous en avez entendu parler. Il y a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps pour ça. Donc en gros, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à modifier l'ADN des cellules. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à le modifier comme nous on veut. Donc on les rend malades en mettant les mutations qu'on sait donner le mélanome uvéal. Donc elle fait ça très bien, elle est en train de tout mettre au point, c'est en train de marcher. Donc c'est sans rentrer dans le détail, on arrive à faire ça, ça prend du temps, on a besoin de pas mal de cellules au départ, mais ça fonctionne. On est en train de faire les tests pour valider les différentes étapes du modèle qu'on arrive à obtenir comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute des choses? Pour l'instant, oui,
et non. En fait, les cellules qu'on utilise, en fait, on a besoin de leur donner à manger, on a besoin de les maintenir en vie, qu'elles soient en bonne santé. Et donc pour ça, on ajoute des choses dans le milieu. Si vous vous souvenez, j'avais montré des photos d'incubateurs avec du liquide qui recouvre les... Vous Donc leur là, donnez du glucose, quoi. on met pas que du glucose, justement, hein, c'est plus complexe. Il y a des choses qu'on met, on ne sait même pas pourquoi on les met, en fait. Il y a des choses, c'est un peu empirique, on sait que ça marche, alors on les met. Ça marche pour d'autres cultures, c'est Exactement, mais toutes les cellules n'ont pas besoin de la même chose, un peu comme dans notre corps. Hein. Toutes les cellules n'ont pas besoin du même carburant pour fonctionner. Donc on met tout un tas de trucs dans nos milieux et on essaye justement de comprendre à quoi servent ces différents composés. Donc de temps en temps, on en enlève un, on regarde si ça marche, on en enlève deux, on regarde si ça marche. On tâtonne beaucoup, mais on découvre pas mal de choses. Et les pauvres petites souris, Alors les pauvres petites souris, déjà, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a notamment les cellules tumorales qui ont la mutation sur SF3B1, qu'on n'arrive pas à bien faire pousser en boîte, on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, elles poussent quand on les met sous la peau des souris. Donc, évidemment, je fais une petite parenthèse, les souris sont bien traitées. Non, mais c'est important. Je voudrais préciser, on ne peut pas parler de pauvres petites souris. C'est des pauvres souris qui ont chaud, qui sont avec leurs copines, et qui se reproduisent très bien. Bon, effectivement, à la fin de leur vie, on les tue pour récupérer la tumeur, mais c'est une mort qui est faite de manière très entre guillemets humaine, c'est-à-dire qu'elle ne souffre pas. Et il y a toute une réglementation là-dessus qui est suivie. Et donc, comme l'a dit Olivier, ces souris sont absolument indispensables, puisque pour deux raisons. Un, il y a certaines tumeurs qui ne poussent pas en lignée. Et quand elles poussent en lignée, elles ne sont pas forcément comme elles seraient chez l'homme, au point de vue, justement, sur les antigènes, sur les cibles. Donc, c'est très important. Dans le tableau que vous avez vu, sur tous les tableaux d'immunopeptidomique, il y avait essentiellement ce qu'on appelle les PDX, donc ces tumeurs qui sont implantées chez la souris, il y avait une seule lignée. Et c'est ça qui fait aussi notre force à Curie, c'est qu'on est capable d'avoir cette collection pour pouvoir faire l'immunopeptidomique dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si il reste une question, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres équipes au niveau international qui travaillent sur cette stratégie? Alors, heureusement qu'on a des compétiteurs. Sinon, ça voudrait dire que ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Oui, il y a d'autres équipes en Europe et surtout aux États-Unis. Puis il y a une question sur les prélèvements. Et alors, les prélèvements sanguins faits lors des contrôles permettent-ils de prédire l'apparition de métastases dues aux mutations génétiques des cellules cancéreuses? Alors, pour le moment, les prélèvements sanguins qu'on fait permettent de suivre la maladie, mais surtout quand elle est évoluée. C'était un projet de recherche qu'a présenté Chouffang-Grenaud l'année dernière ou il y a 2 ans. Pour le moment, le test est suffisamment sensible pour suivre les patients en cours de traitement. Pour savoir s'il y a une réponse ou pas, voilà. Ou une évolution. Et c'est utilisé en routine clinique maintenant. Routine, ah oui. Ouais. Vous n'avez pas Trump. Pardon, Pardon. En routine, en semi-routine, on va dire. Par contre, on est en train de faire des développements pour rendre cette technique beaucoup plus sensible, pour avoir justement des tests qui permettent de prédire l'apparition de la maladie métastatique. Mais là, ça demande des tests extrêmement sensibles qu'on est en train d'essayer de développer. Oui, pour être un peu prédictif, en fait. Voilà.